Donc les niveaux logiques, donc j'ai déjà commencé à vous parler au début de la formation. J'y reviens avec d'autres exemples. Je mens toujours. Donc, quel est le problème avec cette phrase? Si je mens toujours, ça veut dire que je mens quand je dis cette phrase. Donc ça veut dire que je dis la vérité. Donc si je dis la vérité, c'est-à-dire que je mens toujours. Et donc là, on est dans un cercle vicieux finalement, où A implique B, qui implique non A, qui implique non B, qui implique A, qui implique, etc. Enfin bref, on est dans une logique là circulaire. Finalement, on ne sait pas comment, ça n'a pas de sens finalement, cette phrase-là. Bon, en réalité, ce serait, euh, en fait, si vous voulez, on est dans un problème de niveau logique. Pourquoi? On est dans un problème de niveau logique parce qu'on utilise une phrase pour décrire l'ensemble des phrases. Donc ça aussi, c'est important à comprendre dans la notion de niveau logique. Vous avez des éléments qui appartiennent à un système, ils sont dans un niveau logique. À partir du moment où vous prenez l'ensemble comme un ensemble, c'est-à-dire comme un élément, là vous êtes à un niveau logique supérieur. On est vraiment dans une logique de dimension. On est vraiment dans une logique d'échelle. C'est pour ça qu'avec la à l'échelle, ça a énormément de sens d'avoir une pensée systémique. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous utilisez un élément pour décrire le système dans son entièreté. Et donc ça ne fonctionne pas. On ne peut pas utiliser un élément du groupe pour décrire le groupe tout entier. Il y a une incohérence de niveau logique. Et finalement, cette phrase, elle ne fonctionne pas. Alors c'est drôle, hein, c'est amusant comme jeu, mais elle ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas au même niveau logique. Pareil pour la poule et l'œuf. Alors c'est le fameux problème, qu'est-ce qui vient en premier, la poule ou l'œuf? Bah, bon, c'est un problème sur lequel tout le monde a un petit peu réfléchi. Alors, on va parler de l'œuf de poule, hein, parce que si c'est l'œuf, la notion d'œuf est arrivée bien avant la poule, évidemment, parce qu'il y avait déjà des œufs chez les dinosaures, alors que la poule est apparue bien après. Mais si on considère l'œuf de poule et la poule, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Alors, on se pose la question du coup de qu'est-ce que c'est qu'une poule? Quelle est la définition d'une poule? Et quelle est la définition de l'œuf de poule? Bon, euh, une poule, ça correspond finalement à un ADN particulier. Et donc, la poule a un ancêtre, on va dire poule moins un, ou l'ancêtre de la poule. Bon, et qui n'est pas exactement une poule, mais qui ressemble à une poule. Qu'est-ce qui fait la définition de la poule? C'est un type d'ADN particulier. Et en fait, si vous prenez la mutation juste avant, si vous prenez l'ancêtre immédiat, bah, ça ressemble énormément à une poule. Ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à une poule, parce que finalement, la variation, elle est très petite. Et donc, la question revient à se dire, à quel moment a eu lieu cette mutation génétique qui fait qu'on est passé d'une non-poule à une poule? Bah, tant que vous posez cette question sur une logique, finalement, à un niveau logique de notre temporalité, c'est-à-dire d'un espace-temps en fait très limité, cette décision, elle est impossible en fait. On ne peut pas répondre à cette question, à moins de définir précisément ce que c'est que l'ADN de la poule et d'identifier à quel moment la mutation génétique a eu lieu. En fait, là encore, on a un problème de niveau logique. On n'est pas, quand on parle de poule et de non-poule, on est dans un espace-temps, on est dans un temps beaucoup plus long. On est dans un temps qui correspond à celui d'évolution. Et là, à la limite, on peut faire une distinction entre une non-poule et une poule. Et donc, du coup, cette question, elle est très difficile à répondre parce que, pareil, on a un problème de niveau logique. On n'est pas à la bonne échelle. On n'est pas à la bonne échelle temporelle entre la question, entre notre présentation finalement de l'expérience sur ce sujet-là et ce que c'est qu'une non-poule et une poule. C'est quelque chose qui se réfléchit dans une logique, dans une dimension évolutive beaucoup plus long terme. Voilà, donc simplement, vous allez voir que dans certains problèmes qu'on peut avoir dans la vie, certaines difficultés, il peut y avoir un problème de niveau logique, c'est-à-dire que le groupe pour l'ensemble, enfin un élément du groupe pour décrire l'ensemble, ou bien un problème d'échelle temporelle, fait que ça ne fonctionne pas bien. Si vous appliquez une logique individuelle à une équipe, vous allez avoir pareil, vous allez avoir des soucis. Une équipe ne réagit pas de la même manière qu'un individu. Et donc, ayez ça en tête, qu'en fonction de l'échelle, on n'est pas dans le même espace-temps, on n'est pas dans les mêmes dimensions temporelles, et on n'est pas dans le même environnement, ce n'est pas les mêmes lois
qui existent entre les individus et entre les groupes d'individus. Et une loi qui est valable pour un groupe n'est pas forcément... une loi qui est vraie pour les individus n'est pas forcément vraie pour le groupe tout entier, ou pour l'ensemble des groupes. L'ensemble n'est pas au même niveau logique que les éléments, donc c'est ça que j'essaie de vous expliquer. On est à des niveaux logiques différents en fonction qu'on est dans le système ou en dehors du système. Et ça aussi, vous pouvez avoir... il y a des comparaisons à faire entre le fait que ce soit binaire, oui, non, et le fait que ce soit graduel. Là aussi, on n'est pas dans la même... vous verrez que ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à avoir comme réflexion. Quand on est dans le groupe, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 éléments. On est dans une graduation. Quand on est au-dessus, on a ou on n'a pas l'élément, le groupe d'éléments. On l'a ou on l'a pas. Donc c'est beaucoup plus binaire. Et donc vous verrez que en fonction du niveau logique, on n'est pas non plus dans la même... on peut être binaire ou plus nuancé. Donc pour vous donner aussi une comparaison, alors là, dans le cerveau, quand on est dans un mode automatique, on est très binaire. On applique des règles en fait très basiques. C'est vrai ou c'est faux. C'est très contrasté. C'est oui ou non. C'est ça j'aime pas ou ça j'aime bien. On est dans quelque chose dont ça permet de décider très rapidement. On a des simplifications. On est dans quelque chose de très binaire. C'est très contrasté. Hein. C'est noir ou blanc. Voilà, c'est très manichéen. Quand on est à un niveau logique supérieur, quand on se positionne dans un mode mental adaptatif, on a accès à beaucoup plus de nuances. C'est pas blanc ou noir, c'est gris. Il y a des nuances de gris. C'est beaucoup plus subtil. Parce qu'on a accès finalement non pas à des automatismes, des règles toutes faites, mais on a accès à beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de règles possibles, beaucoup plus de chemins possibles, notamment dans le cerveau, beaucoup plus de stratégies possibles. Et donc, ça aussi, on peut l'avoir en tête. Quand vous êtes à un niveau logique supérieur, d'un point de vue mental, vous avez beaucoup plus accès à de la nuance, de la subtilité, alors que quand vous êtes en mode automatique, c'est très binaire. Et on n'est pas au même niveau logique quand on est dans la nuance et quand on est dans le binaire. Donc là aussi, on est dans la complexité, on est dans le fonctionnement du cerveau, on est dans la systémique. Tout ça n'est pas clair, tout ça n'est pas précis, tout ça n'est pas mathématique. Il faut accepter finalement aussi d'être dans un... que ce soit flou, que ce soit étrange, que ce soit pas clair, ça fait aussi partie de ce que c'est, de l'approche systémique, de la logique systémique. Vous êtes dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement, qu'on ne comprend pas totalement. On n'est pas dans une science non plus avec la systémique. On n'est pas dans quelque chose qu'on peut forcément prouver, donc ça a aussi ses limites. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ça. Vous êtes aussi capable de prendre du recul avec la pensée systémique. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, vous pouvez faire des expérimentations, mais on n'est pas des machines, on est dans la complexité. L'humain est fait d'émotions, est fait de contradictions, et ça peut changer en fonction du temps. Et donc, on va procéder par essai-erreur. On est capable de se remettre en question, on est capable de douter. On travaille avec le doute, beaucoup. On doute de ce qu'on fait. Et on essaye des choses en collaboration avec les autres, en intelligence, en transparence, et on voit si ça marche pas. C'est aussi comme ça vous serez agréablement surpris des résultats positifs que vous allez avoir. Parce que il se trouve qu'il y a des choses qu'on n'explique pas, mais qui fonctionnent bien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est scientifique, ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer absolument et que c'est une vérité absolue. Bien au contraire. On est dans le doute, on accepte le doute, on travaille avec le doute, on se remet en question, on essaye, on est sans arrêt en train effectivement de tester et de juger a posteriori en mesurant si ça fonctionne ou pas, en demandant du feedback aussi aux gens qu'on coach, et vous verrez que parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir affiner votre démarche. Donc le terme niveau logique permet de différencier des dimensions. Les relations entre les éléments font naître un niveau logique supérieur. Donc ça, c'est aussi important de comprendre que c'est parce qu'il y a des relations entre deux éléments qui interagissent entre eux qu'on arrive à créer un ensemble qui est plus que la somme des éléments. En fait, c'est la somme des éléments plus les interactions entre les éléments. Et ces interactions entre les éléments, elles créent en fait
Elle crée un niveau logique supérieur qui n'est pas de la même qualité que les éléments. La pensée d'un être humain, ce que dit un être humain, c'est plus que la somme de sa mémoire, de petites cases qui s'allument dans le cerveau, de l'électricité qui passe dans le cerveau. C'est quelque chose il y a une émergence, il y a l'émergence de quelque chose, d'une autre nature, qui est à la fois la somme des éléments et des interactions entre ces éléments. C'est parce que j'ai l'émotion plus le cognitif, par exemple, que je vais réussir à avoir une idée. C'est parce que j'ai l'émotion et l'image que je vais avoir la mémorisation de quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'est créé par couches successives d'éléments individuels au départ qui sont très binaires, hein. C'est comme un ordinateur. Au départ, c'est juste un bit, hein, qui est 1 ou 0. Mais à force d'associer tout ça, de créer des couches et des couches, on arrive à une complexité, on arrive à des éléments d'une autre nature. Un ordinateur ou un cerveau humain, c'est plus que la somme des parties, c'est aussi les interactions entre ces parties. Et c'est ce qu'il y a de magique, hein, dans la vie et dans le vivant. Il y a émergence de niveaux logiques nouveaux, supérieurs, et qui sont d'une autre nature. C'est pour ça que les règles de la physique, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est pas les mêmes. Le temps n'est pas le même, l'espace-temps n'est pas le même. On n'est pas à des mêmes niveaux logiques entre notre univers et ce dans quoi existe l'univers. Si on peut parler de quoi, parce qu'on est peut-être dans quelque chose où il n'y a pas de temps et d'espace, puisque l'espace-temps est créé par l'énergie. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans ces logiques-là, mais si on n'est pas au même niveau logique, on n'a pas les mêmes lois, et ça ne sert à rien en fait d'appliquer des règles d'un niveau logique à un autre niveau logique. Donc quelques exemples: individu, équipe, entreprise. Vous avez différents niveaux logiques. Ça, c'est très important de comprendre ça. On est dans différents systèmes. Position, vitesse, accélération. La position, c'est à un instant T. La vitesse, c'est entre deux temps. L'accélération, c'est, on fait une différentielle de second degré. Et c'est une vitesse dans le temps, qui change dans le temps. Et donc, là aussi, on a différents niveaux logiques. C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer à plein de domaines. Donc ça nous vient de Gregory Bateson, hein. Je tiens à rappeler ça, que c'est Gregory Bateson, qui est un anthropologue, qui a découvert cette logique de niveau logique, qui a été après détournée par la PNL, à mon sens, de manière un peu maladroite, mais je ne vais pas rentrer dans ces débats lors de cette formation-là, mais tout ça nous vient à la base de Gregory Bateson, donc la nature de la nature, si je me souviens bien. Donc, Gregory Bateson, l'écologie de l'esprit, etc. Je vous invite aussi, si vous voulez découvrir, comprendre d'où vient la systémique, c'est Gregory Bateson. Donc, un sous-système et un système, on est sur deux niveaux logiques différents. Voilà, le niveau logique des neurones, le niveau logique des idées, on n'est pas au même niveau logique, c'est pas de la même nature. Pareil avec les neurosciences, si vous voulez comprendre l'humain uniquement avec les neurosciences, c'est pas suffisant. Les sciences cognitives, c'est aussi l'interdisciplinarité avec la psychologie, avec la psychologie, j'ai envie de dire, expérimentale, c'est-à-dire que basée sur des expérimentations, hein, pas la psychologie sortie de l'esprit de Freud ou de Lacan, qui ne sont pas forcément d'ailleurs sont pas scientifiquement prouvés, hein. Mais on ne peut pas comprendre l'humain simplement en comprenant comment fonctionne un neurone, mais voilà, ça fait partie aussi de la compréhension. Donc là on est dans la systémique, le tout pour comprendre la partie pour comprendre le tout. Là on retrouve vraiment la philosophie de Blaise Pascal derrière cette idée. Donc chaque niveau a ses propres règles homéostasiques. Donc ça c'est assez important de comprendre que l'homéostasie, en fonction des niveaux logiques, elle prend différentes formes et elle respecte certaines règles qui peuvent être complètement différentes. Donc là je vous montre un petit schéma qui nous montre l'agilité individuelle, cette capacité à prendre du recul sur soi, à changer, à faire preuve de nuance, d'adaptabilité, et à sortir de ses automatismes. On a l'agilité d'équipe, donc c'est la capacité de l'équipe finalement à se remettre en question, à faire des rétrospectives, à améliorer son mode de fonctionnement. Et la business agility, l'agilité de l'entreprise, qui est un autre niveau logique, dans lequel là c'est toute l'entreprise qui est capable de s'adapter
à travers l'adaptation de tous ces éléments et à travers une adaptation entre les interactions entre les éléments, de manière à être efficace dans un environnement qui change. Et donc, on n'est pas dans le même espace-temps, on n'est pas dans les mêmes proportions, c'est pas le même temps hein, pour provoquer le changement aussi. Et le travail sur les interactions est extrêmement important à chaque niveau pour pouvoir provoquer le changement et rendre finalement l'entreprise plus performante et plus capable de s'adapter au changement de l'environnement. Donc à chaque niveau logique, il y a de l'émergence. L'émergence, que ce soit au niveau de la pensée, l'émergence au niveau de ce que produit une équipe qui réalise un produit, c'est aussi l'émergence hein, d'un produit qui est plus que la somme de l'expertise de chacun, parce qu'il y a aussi les interactions les uns avec les autres qui provoquent de la créativité, qui provoquent aussi une richesse hein, d'équipe qui est encore plus forte que la somme des individualités. Le niveau supérieur d'homéostasie implique des adaptations au niveau inférieur. Alors ça, c'est très important de comprendre ça. Quand vous avez une équipe, par exemple, qui cherche en fait, à améliorer son fonctionnement, elle va avoir besoin aussi que les individus de l'équipe, eux, soient capables de se remettre en question. C'est-à-dire que l'agilité individuelle favorise l'agilité collective, favorise l'agilité de l'équipe. Si chacun reste crampé sur sa position, vous n'arriverez pas à faire évoluer l'équipe. Donc, vous pouvez avoir, ça signifie aussi que si vous avez de l'homéostasie au niveau de l'entreprise, peut-être que vous avez simplement une équipe qui refuse de bouger. Quand vous avez un problème au niveau de l'entreprise en termes d'agilité, peut-être que vous avez simplement une personne qui bloque. Une personne peut bloquer l'agilité de tout le système. Donc ça, c'est assez important de repérer ça. Moi, j'ai vu des programmes hein, d'agilité à l'échelle où vous avez une personne qui a un poste clé, pas forcément un manager, et qui bloque l'agilité de tout l'ensemble parce que lui, il refuse de fonctionner de cette manière-là. Et donc, voilà, c'est assez intéressant de voir que l'homéostasie d'un système peut être finalement ce qui provoque le non-changement au niveau d'un système, ça peut être simplement un des éléments du système qui bloque. Voilà. Donc soyez attentifs à ça. Parfois le fait de changer l'ensemble va provoquer le changement sur les individus, parfois le fait de changer un individu peut provoquer le changement dans le système. Les niveaux inférieurs absorbent les tensions pour conserver l'homéostasie du niveau supérieur. Donc effectivement, l'entreprise qui subit des pressions, qui subit des changements au niveau de l'environnement, vous allez avoir parfois simplement un service qui va se prendre finalement toute la charge de travail supplémentaire, ou qui va subir des pertes, ou qui va subir en fait les tensions, les reproches du reste de l'entreprise, qui va servir de bouc émissaire en fait hein, de l'entreprise, et qui va absorber les tensions, qui va prendre en fait, voilà, où il y avoir des burn-out, où il y avoir des gens qui vont craquer. Ça peut être vrai dans une équipe, vous avez une personne qui fait un burn-out parce que les autres finalement sont dans leur confort et ne veulent pas se remettre en question. Et donc les niveaux inférieurs, souvent ils absorbent les tensions, ils jouent ce rôle d'amortisseur dont on parlait tout à l'heure. Et ça permet finalement au système de ne pas changer, ça lui permet aussi de résister, de continuer à survivre. Mais c'est aussi, si vous voulez, un problème qui appelle une solution, et un problème qui est aussi une solution, et quand vous voyez de la fumée, quelqu'un qui est en train de partir en burn-out, etc., c'est probablement que là vous avez un endroit sur lequel agir, un bon indicateur que là vous pouvez faire quelque chose pour, déjà vous pouvez avoir une demande de coaching, une demande d'aide, et ça veut dire que vous allez avoir quelqu'un qui va être disposé à changer d'attitude, et c'est à partir de là que vous pouvez aussi provoquer du changement dans l'entreprise. Quelqu'un qui prend sur lui le surplus de travail tout le temps en disant oui, oui, je vais le faire, qui finit très tard et qui à un moment donné craque. Si vous arrivez à l'aider avant pour qu'il sache dire non, qui rappelle à chacun ses responsabilités ou qui demande plus de moyens avec une équipe renforcée, vous allez être capable finalement de provoquer un changement qui va permettre à l'ensemble d'être beaucoup plus adapté à l'environnement.